Le maître de plantation ruiné de Saint-Pierre, qui a transformé ses propres fils en esclaves, 1846. Avant de plonger dans cette histoire, j'aimerais savoir d'où m'écoutez-vous aujourd'hui? Paris, Montréal, Dakar, et quelle heure est-il chez vous? Laissez un commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Maintenant, commençons. Chapitre 1. Le monde du maître de Saint-Pierre. Saint-Pierre, Martinique, 1846. La ville s'éveille sous un soleil tropical déjà brûlant à 7 heures du matin. Les premiers rayons dorés glissent sur les toits de tuiles rouges, illuminent les façades colorées des maisons coloniales et font scintiller la baie tranquille où sont amarrés des dizaines de navires marchands. Saint-Pierre n'est pas une ville comme les autres dans les Antilles françaises. On l'appelle le Petit Paris des Caraïbes, et ce surnom n'a rien d'exagéré. Ces rues pavées sont bordées de cafés élégants où l'on sert du café martiniquais dans de la porcelaine importée de Limoges. Ces théâtres accueillent des troupes venues directement de France. Ces boutiques vendent des tissus de Lyon, des parfums de Grasse, des vins de Bordeaux. Ici, la haute société coloniale vit dans une bulle dorée, persuadée que rien ne pourra jamais ébranler son monde. Mais derrière cette façade raffinée se cache une réalité bien différente. Saint-Pierre est avant tout un port sucrier, le cœur économique de la Martinique, là où convergent les productions de dizaines de plantations qui s'étendent sur les hauteurs verdoyantes dominant la ville. Et cette richesse, cette élégance, ce mode de vie à la française, tout repose sur un système, l'esclavage. En cette année 1846, tout le monde sait que ce système est menacé. Les journaux qui arrivent de France parlent de plus en plus ouvertement d'abolition. Victor Schœlcher, ce nom circule dans les salons, murmuré avec crainte par les planteurs blancs, avec espoir par les libres de couleur, avec une prudence extrême par les esclaves qui n'osent pas encore y croire vraiment. Mais pour l'instant, rien n'a changé. Les plantations tournent toujours, les fortunes se font et se défont. Et parmi les maîtres les plus respectés de Saint-Pierre, il y a Henri de Valmont, l'homme au sommet. Henri de Valmont a 52 ans. Grand, large d'épaules, le visage marqué par des décennies passées sous le soleil tropical, il incarne parfaitement ce que la société coloniale attend d'un grand planteur. Autorité naturelle, élégance sobre mais coûteuse, assurance tranquille de celui qui n'a jamais connu le doute. Ses cheveux grisonnants sont toujours parfaitement coiffés. Ses vêtements, chemises de lin blanc, pantalons de toile fine, bottes en cuir importées, sont impeccables. Il porte une montre en or au gousset, héritée de son père, et ne sort jamais sans sa canne à pommeau d'argent, symbole de son statut. Ce matin-là, comme tous les matins, Henri se tient sur la grande terrasse de sa maison de ville, située dans le quartier du Fort, le plus prestigieux de Saint-Pierre. Depuis cette position élevée, il domine littéralement la baie et le port. Il voit les navires qui déchargent des marchandises venues d'Europe, ceux qui embarquent des barriques de rhum et des sacs de sucre vers Bordeaux et Nantes. Il voit les hommes s'activer sur les quais, les charrettes tirées par des bœufs, les femmes de couleur portant des paniers sur la tête. Tout ce mouvement, toute cette activité, c'est son monde, un monde qu'il croit éternel. Derrière lui, à l'intérieur de la maison fraîche au volet mi-clos, sa femme Éléonore prend son petit déjeuner dans un silence pesant. Éléonore de Valmont, née Beauregard, a 47 ans. C'est une femme mince, pâle, au visage presque transparent, tant elle évite soigneusement le soleil. Issue d'une vieille famille de planteurs martiniquais, installée depuis le XVIIe siècle, elle a été élevée dans la conviction absolue de sa supériorité raciale et sociale. Mais les années ont éteint quelque chose en elle. Ses mains tremblent légèrement quand elle porte sa tasse de café à ses lèvres. Ses yeux, autrefois vifs, sont maintenant voilés d'une tristesse qu'elle cache derrière une façade de piété catholique rigide. Éléonore sait, elle a toujours su, les rumeurs, les regards détournés dans les salons, les silences gênés quand certains sujets sont abordés. Elle sait que son mari entretient, ou plutôt a entretenu, des relations avec des femmes esclaves. Elle sait qu'il a eu des enfants avec l'une d'elles. Et le pire, c'est que ces enfants vivent ici, sur leur propriété, à quelques kilomètres de Saint-Pierre, dans la grande plantation familiale.
Mais Éléonore ne dit rien. Dans la société coloniale de 1846, le silence des épouses est une règle absolue. On ne parle pas de ces choses. On regarde ailleurs, on prie, on maintient les apparences. Et c'est exactement ce qu'Éléonore fait depuis 20 ans. La plantation Valmont. L'habitation Valmont s'étend sur près de 150 hectares à flanc de montagne, à environ 6 kilomètres au nord de Saint-Pierre. C'est une propriété impressionnante, même pour les standards martiniquais. La maison de maître, la grande case, comme on l'appelle ici, est un bâtiment de pierre et de bois de 2 étages, avec une large galerie couverte qui court sur toute la façade. Les murs sont épais pour garder la fraîcheur. Les fenêtres sont hautes, protégées par des jalousies en bois peints en blanc. Un escalier monumental mène à l'entrée principale. Tout respire la solidité, la permanence, l'enracinement. Autour de la grande case s'organisent tous les bâtiments nécessaires au fonctionnement d'une plantation sucrière, le moulin actionné par des bœufs, la sucrerie où l'on transforme le jus de canne en sucre brut, les hangars de stockage, les écuries, les ateliers de tonnellerie et de forge. Et bien sûr, plus loin, séparés par une distance symbolique mais claire, les cases des esclaves, une trentaine de petites habitations en bois alignées en rangées strictes où vivent les 120 âmes qui appartiennent légalement à Henri de Valmont. Ce matin, alors que le soleil monte rapidement dans le ciel sans nuages, la plantation bourdonne déjà d'activité. Dans les champs qui s'étagent sur la pente, les esclaves coupent la canne sous la surveillance des commandeurs. Le bruit rythmique des machettes résonne dans l'air chaud. Les hommes travaillent torse nu, le dos luisant de sueur. Les femmes portent des jupes grossières et des chemises déchirées. Les enfants, dès l'âge de 7 ou 8 ans, transportent les cannes coupées vers les charrettes. Tout le monde bouge, tout le monde travaille, sous la menace permanente du fouet. C'est un système rodé depuis des générations. Henri l'a hérité de son père, qu'il avait lui-même hérité du sien. Les Valmont sont planteurs à la Martinique depuis 1720. Pour Henri, cela signifie quelque chose. C'est une fierté, un héritage, une responsabilité. Il se voit comme un bon maître, ferme mais juste, autoritaire, mais attentif au bien-être de ses gens, comme il appelle les esclaves. Il n'utilise jamais le mot « esclave » s'il peut l'éviter. Il préfère dire « nos travailleurs » ou « les gens de l'habitation », comme si changer les mots pouvait changer la réalité. Les fils cachés. Près des écuries, 3 jeunes hommes travaillent ensemble. Ils ne sont pas dans les champs. Ils portent des vêtements légèrement meilleurs que ceux des autres esclaves, des pantalons en toile propre, des chemises sans trop de reprises. Leurs mains ne sont pas calleuses, comme celles des coupeurs de canne. Ils mangent mieux, dorment dans une petite case séparée, plus propre que les autres. Officiellement, ce sont des protégés de la famille Valmont. Des enfants métis que le maître, dans sa générosité, a décidé d'éduquer et de former. Mais tout le monde sait la vérité. L'aîné s'appelle Antoine. Il a 24 ans. C'est un homme solidement bâti, au visage aux traits fins hérité de sa mère, mais avec les yeux gris-bleus de son père, Henri. Antoine sait lire et écrire. Henri a payé un précepteur pendant quelques années. Il parle français correctement, avec juste une légère trace de créole dans l'accent. Toute sa vie, on lui a fait miroiter une promesse floue. Un jour, peut-être, s'il se comporte bien, s'il est utile, il sera affranchi. Il pourra devenir un libre de couleur, avoir des droits, peut-être même hériter d'une petite parcelle de terre. Antoine y a cru longtemps, mais maintenant, à 24 ans, il commence à comprendre que cette promesse ne sera jamais tenue. Son père ne le reconnaîtra jamais. Il restera toujours dans cet entre-deux humiliant, ni esclave ordinaire, ni fils légitime, ni vraiment libre. Le second fils, Julien, a 20 ans. Plus petit qu'Antoine, plus fragile aussi, il ressemble davantage à sa mère qu'il n'a jamais connue. Elle est morte en couche en le mettant au monde. Julien est le fils qui cherche désespérément l'approbation de son père. Il travaille dur, obéit sans discuter, essaie de plaire. Il croit encore que s'il fait assez bien, s'il est assez loyal, Henri finira par le reconnaître vraiment. Cette illusion le dévore de l'intérieur. Le plus jeune, Louis, n'a que 16 ans.
C'est un adolescent mince, au regard sombre et méfiant. Contrairement à ses frères, Louis n'a jamais cru aux promesses. Peut-être parce qu'il est le dernier, peut-être parce qu'il a grandi en voyant la déception lente de ses aînés. Louis ne dit pas grand-chose. Il observe, il écoute, et il commence à haïr. Les trois frères partagent une réalité cruelle. Ils voient leur père tous les jours. Ils le croisent dans la cour de la plantation. Ils entendent sa voix donner des ordres. Ils le regardent monter à cheval et partir vers Saint-Pierre, sans un regard pour eux. Parfois, Henri leur parle, mais toujours comme un maître parle à des serviteurs, jamais comme un père. Les premiers signes de la tempête. Ce jour-là, en fin de matinée, une calèche arrive depuis Saint-Pierre. C'est un véhicule élégant, tiré par 2 chevaux bien nourris. Un homme en descend, Monsieur Duchamp, agent de la Banque de commerce et d'industrie de Bordeaux, installé à Saint-Pierre. C'est un Français métropolitain, la quarantaine, costume noir malgré la chaleur, chapeau haut de forme, mallette en cuir. Il transpire abondamment mais garde une expression neutre, professionnelle. Henri le reçoit dans le grand salon de la maison de maître. C'est une pièce imposante, meublée avec goût. Fauteuil en acajou massif, tapis persan, tableaux représentant des scènes champêtres européennes qui n'ont rien à voir avec le paysage tropical environnant. Sur une commode trône, un service à café en porcelaine de Sèvres. Tout ici est conçu pour impressionner, pour rappeler qu'on est chez un homme de qualité. Mais Monsieur Duchamp n'est pas impressionné. Il pose sa mallette, l'ouvre, en sort des documents. « Monsieur de Valmont, dit-il sans préambule, je vais être direct. La situation de votre compte chez nous devient préoccupante. » Henri se raidit imperceptiblement. Il garde un sourire poli, mais ses mâchoires se serrent. « Préoccupante ?» répète-t-il d'un ton léger. « Je crois que vous exagérez, monsieur Duchamp. L'habitation Valmont produit depuis plus d'1 siècle. Nos rendements sont parmi les meilleurs de l'île. » « Certes, concède le banquier, mais les prix du sucre ont chuté de 20% en 2 ans. Vos derniers remboursements ont été tardifs. Et il y a cette affaire du navire L'Espérance, dont le chargement n'est jamais arrivé à Bordeaux l'année dernière. La compagnie d'assurance refuse de payer, ce qui vous laisse avec une perte sèche de 15 000 francs. Henri sent la colère monter. Comment ose-t-on lui parler ainsi à lui, un Valmont dans sa propre maison ? Ces difficultés sont temporaires, dit-il sèchement. La prochaine récolte compensera largement. Duchamp le regarde avec une sympathie froide. Peut-être. Mais j'ai aussi des informations qui circulent concernant les rumeurs d'abolition. Si l'esclavage est effectivement aboli, comme certains le prédisent, la valeur de toutes les plantations s'effondrera. Les garanties que vous avez données à la banque, vos terres, vos équipements, vos travailleurs, perdront une partie importante de leur valeur. La banque doit se protéger. Nous allons devoir demander des garanties supplémentaires. Henri pâlit. Garanties supplémentaires. Cela signifie hypothéquer encore plus. Cela signifie reconnaissance publique de difficultés financières. Cela signifie humiliation. L'abolition est une chimère politique. Lâche Henri d'une voix dure. Jamais la France n'abandonnera ses colonies à la ruine, mais au fond de lui, il n'en est pas si sûr. Les journaux parlent de Schulcher, de pétitions, de débats à l'Assemblée. Et si Duchamp referme sa mallette? Je dois repartir à Saint-Pierre. Réfléchissez à ma proposition, monsieur de Valmont. Nous avons besoin d'une réponse avant la fin du mois. Après le départ du banquier, Henri reste seul dans le salon. Par la fenêtre, il voit les champs de canne qui ondulent sous le vent. Il voit les esclaves qui travaillent. Il voit les bâtiments, le moulin, tout ce qui constitue son monde. Et pour la première fois depuis longtemps, il ressent quelque chose qu'il refuse d'appeler par son nom, la peur. Le masque commence à craquer. Le soir venu, Henri rentre à Saint-Pierre pour le dîner. C'est une tradition. Il dort en ville 3 nuits par semaine, passe les autres à la plantation pour surveiller le travail. Ce soir, il dîne chez des amis, les Beauvais, riches négociants qui organisent régulièrement des soirées mondaines. L'atmosphère est légère, presque festive. On parle des derniers spectacles au théâtre, des arrivées récentes de France, des commérages habituels de la haute société créole. Mais Henri remarque quelque chose de nouveau.
les regards en coin, les conversations qui s'arrêtent quand il approche, un certain malaise dans les sourires. Est-ce que tout le monde sait déjà pour ses difficultés financières? Dans une ville comme Saint-Pierre, les nouvelles circulent vite. À un moment, Madame Beauvais, une femme d'une cinquantaine d'années au visage poudré et au sourire figé, se penche vers lui. « Cher Henri, dit-elle avec une fausse légèreté, on m'a dit que vous aviez reçu la visite de Monsieur Duchamp aujourd'hui. J'espère que tout va bien ?» Henri serre son verre de vin un peu trop fort. « Tout va parfaitement bien, madame. » De simples formalités administratives. Elle hoche la tête, mais son sourire dit autre chose. Elle sait, ils savent tous. Quand Henri rentre chez lui ce soir-là, il trouve Éléonore qui l'attend dans le petit salon, une Bible ouverte sur ses genoux. Elle lève les yeux vers lui. « Nous devons parler, Henri. » Il soupire. « Pas ce soir, Éléonore. Je suis fatigué. » Mais elle insiste, d'une voix tremblante mais déterminée. Les domestiques parlent, les gens parlent. Ils disent que nous avons des dettes, ils disent que tu as des problèmes avec la banque. Est-ce vrai? Henri se retourne brusquement. Les domestiques n'ont pas à parler de nos affaires, et toi non plus d'ailleurs. Ce sont des questions d'hommes. Tu n'as pas à t'en préoccuper. Éléonore baisse les yeux sur sa Bible, les mains serrées. Nous devrions prier, dit-elle doucement. Demander à Dieu de nous guider. Henri ne répond pas. Il monte dans sa chambre, s'enferme, se sert un verre de rhum. Par la fenêtre, il regarde Saint-Pierre qui s'étend en contrebas, les lumières qui scintillent dans la nuit. Quelque part là-bas, Duchamp rédige probablement son rapport pour Bordeaux. Quelque part, des gens parlent de lui, de ses dettes, de sa réputation qui vacille. Et à la plantation, dans leurs petites cases séparées, ses 3 fils métis dorment, ou essaient de dormir, en rêvant d'une liberté qu'on ne leur donnera jamais. Chapitre 2. La fortune qui s'effrite. Les jours qui suivent, la visite de M. Duchamp se ressemblent en apparence. Le soleil se lève, les champs de canne se couvrent de silhouettes courbées, le moulin tourne, les chariots grincent, les contremaîtres crient. À première vue, rien n'a changé sur l'habitation Valmont. Mais sous la surface, une fissure s'est ouverte. Henri de Valmont ne dort plus vraiment. Il s'endort tard, après plusieurs verres de rhum, et se réveille au milieu de la nuit, le cœur battant, avec dans la tête toujours les mêmes chiffres. Montant des dettes, intérêts en retard, prix du sucre à Bordeaux, échéances à payer. Le matin, il enfile son masque de maître sûr de lui, mais ses mains tremblent légèrement quand il noue sa cravate. Il se persuade que personne ne le remarque. Les économies humiliantes. La première chose qu'Henri décide de faire, c'est de couper dans les dépenses les plus visibles, mais les moins douloureuses pour lui personnellement. Il commence par réduire les rations de nourriture des esclaves. Une poignée de maïs de moins par jour, un peu moins de morue salée, moins de légumes lorsque le jardin de l'habitation n'a pas assez donné. Ce sont de petites différences, presque invisibles pour quelqu'un qui mange à sa faim. Mais pour des corps qui travaillent 10 à 12 heures sous le soleil, ces poignées en moins sont énormes. Il ordonne aussi de reporter l'achat de nouveaux outils. Les machettes usées continueront de servir quelques mois de plus. Les roues des charrettes, déjà fragilisées, seront réparées à la va-vite plutôt que remplacées. Dans les livres de comptes, ces décisions se traduisent par des économies. Dans la réalité, elles se traduisent par plus de fatigue, plus d'accidents, plus de frustration. À la maison de ville de Saint-Pierre, Henri réduit discrètement le nombre de domestiques. Une cuisinière renvoyée, un jeune garçon de salle prêté à un cousin, une lingère congédiée. Éléonore voit les couverts se raréfier, les repas devenir plus simples, les bouquets de fleurs disparaître des tables. Elle comprend que la situation est plus grave que ce qu'Henri veut bien admettre. Mais chaque fois qu'elle tente d'en parler, il coupe court. « Je contrôle la situation, Éléonore, » répète-t-il. « Ne t'inquiète pas. » Mais elle s'inquiète. Elle prie davantage, et surtout elle écoute les murmures de Saint-Pierre. À Saint-Pierre, les rumeurs circulent plus vite que les alizés. Dans les cafés où les négociants signent des contrats, dans les arrière-salles où les mulâtres libres comptent leurs pièces d'argent, sur les marchés où les femmes de couleur vendent des fruits, un même sujet revient. Les difficultés des plantations. On parle de l'habitation Dupré, déjà saisie par la banque.
On parle d'une autre habitation plus au sud, dont le maître s'est suicidé plutôt que de voir ses biens mis aux enchères. Et maintenant, on commence à parler de Valmont. Ils disent qu'il doit une somme énorme à Bordeaux. On m'a dit que la moitié de sa dernière récolte a pourri au port. Il traite encore plus durement ses esclaves. Depuis quelques semaines, c'est mauvais signe. Ces phrases ne parviennent pas directement aux oreilles d'Henri, mais elles arrivent à celles de sa femme, de sa fille, de certains libres de couleur qui travaillent comme domestiques dans les maisons de la haute société. Et ce que ces gens entendent, les esclaves de la plantation le sauront bientôt. Les 3 fils face à la crise. Sur l'habitation, les 3 fils métis sentent eux aussi que quelque chose s'est déplacé. Antoine, l'aîné, passe plus de temps à l'atelier de la sucrerie, où il consulte les livres de comptes quand il en a l'occasion. Il ne comprend pas tout, mais il voit des chiffres rouges, des colonnes qui ne s'additionnent pas comme avant. Il voit surtout que son père ne demande jamais son avis, alors que lui-même connaît chaque centimètre de ses terres. Un matin, alors qu'il inspecte la roue du moulin avec un vieil esclave charpentier, Henri arrive, le visage fermé. « Qu'est-ce que tu fais ici, Antoine ?» « J'essaie de comprendre pourquoi la roue grince, père. »« Monsieur, » se corrige-t-il, « elle perd en rendement. » Henri n'aime pas ce glissement. Il n'aime pas sentir dans la voix de son fils une pointe de compétence, une légitimité technique. Il ressent cela comme une menace. Ce n'est pas ton rôle de t'occuper des machines, laisse ça au commandeur. Toi, occupe-toi de ce qu'on te demande. Julien, lui, redouble d'efforts pour se rendre utile. Il supervise parfois l'écurie, aide à tenir les comptes du stock de rhum, prend soin des chevaux de selle de son père. Chaque fois qu'Henri lui adresse un mot un peu moins froid que d'habitude, ses yeux brillent d'espoir. Il s'accroche à ses miettes de reconnaissance. Louis observe en silence. Il voit la fatigue dans le dos des coupeurs de canne, la colère dans les regards quand les rations diminuent. Il entend la nuit les conversations en créole, les chansons tristes qui parlent de liberté. Il ne croit pas une seconde que son père contrôlera quoi que ce soit encore longtemps. Une visite au port. Un après-midi, Henri décide de se rendre lui-même au port de Saint-Pierre pour essayer de négocier un meilleur prix sur le prochain chargement de sucre. Il descend à cheval, suivi de loin par un domestique. Les quais sont animés. Sacs, barriques, jurons en français, en créole, en anglais parfois. Des marins noirs et blancs se croisent, des commis notent des chiffres sur des registres. Henri rencontre M. Beauvais, négociant important avec qui sa famille travaille depuis des années. Autrefois, Beauvais aurait tout de suite tendu la main avec chaleur. Aujourd'hui, sa poignée est plus distante. « Ah, Valmont, on m'a dit que tu voulais me voir. » Henri va droit au but. « J'ai besoin d'un meilleur prix sur le sucre de cette saison. Les conditions de production ont été difficiles. Si vous baissez encore, l'exploitation ne tiendra pas. » Beauvais soupire. « Tu sais comme moi que ce n'est pas moi qui fais le marché, Henri. Les prix se décident à Bordeaux, à Londres. Tout le monde souffre. Et puis, la banque nous met aussi la pression. Ils nous demandent d'être prudents avec les planteurs trop endettés. » Le mot est lâché. Trop endettés. Henri sent son orgueil se cabrer. « Tu veux dire que je suis un mauvais risque, c'est ça? Après tout ce que ma famille a fait pour ce port, pour ce commerce ?» Beauvais évite son regard. « Je dis seulement que les temps changent, Henri. Il faut t'adapter, diversifier, libérer peut-être quelques esclaves pour éviter une explosion. » Mais Henri ne veut rien entendre. Pour lui, l'idée même de libérer quelqu'un avant d'y être obligé par la loi est une faiblesse. Il remonte à cheval, le visage dur. Plus il sent son monde lui échapper, plus il se crispe, les tensions dans les champs. Sur l'habitation, les conséquences de ces décisions se font sentir chaque jour un peu plus. Les outils cassés ne sont pas remplacés à temps. Les coupeurs de canne travaillent avec des machettes émoussées, ce qui les oblige à redoubler d'efforts. Les charrettes grincent dangereusement dans les descentes. Une roue cède. Un esclave se blesse gravement à la jambe. Henri, au lieu de reconnaître que l'accident est dû au manque d'entretien, accuse les hommes d'inattention. « Si vous faisiez votre travail correctement, ça n'arriverait pas, » hurle-t-il. Le soir, dans les cases,
Les murmures se transforment en colère, plus nette. Les anciens répètent que ce n'était pas comme ça du temps du père d'Henri. Lui aussi était dur, mais il entretenait les bâtiments, il savait récompenser les bons travailleurs, il ne jouait pas avec les rations de nourriture. Antoine, assis à l'entrée de sa petite case, écoute. Certains esclaves le regardent avec une forme d'attente. Il est à cheval, entre deux mondes. Il se demande de quel côté il finira par se tourner. La proposition empoisonnée. Un soir, Henri fait appeler Antoine à la maison de maître. C'est rare. Le jeune homme monte les marches avec le cœur battant, partagé entre l'espoir et la méfiance. Il est introduit dans le bureau d'Henri, une pièce encombrée de livres de comptes, de cartes des terres, de documents de la banque. Henri l'observe quelques secondes, comme s'il le voyait vraiment, pour la première fois. « Antoine, dit-il finalement, tu n'es plus un enfant. Il est temps que tu assumes des responsabilités. » Le cœur d'Antoine se serre. Est-ce enfin le moment où son père va le reconnaître? Au moins en privé? « J'ai une proposition à te faire, poursuit Henri. Il y a à Saint-Pierre une veuve, une femme sans enfant issue d'une bonne famille, mais dont la situation financière est fragile. Elle possède encore une petite sucrerie, quelques terres. Si tu l'épousais, nous pourrions unir nos intérêts. Tes enfants seraient légalement reconnus. Je pourrais plus tard t'accorder la liberté. » Antoine reste figé. Il comprend tout de suite ce que cette proposition signifie. Il ne s'agit pas de lui offrir une vie, mais de l'utiliser comme un pion, une monnaie d'échange, pour sauver la fortune de son père. « Tu veux que je me marie avec une femme que je ne connais pas, que je n'aime pas, pour t'aider à payer tes dettes ?» demande-t-il d'une voix tremblante. Henri serre les lèvres. « Tu dois comprendre que ce monde ne fonctionne pas sur l'amour, Antoine, mais sur les alliances. C'est une chance pour toi, une chance que je te donne. Tu pourrais devenir un homme libre, respectable, avec une position. » Antoine sent une colère froide monter en lui. Un homme libre qui restera toujours ton bâtard aux yeux de tout le monde. Un homme que tu n'as jamais présenté comme ton fils. Un homme que tu traites comme un esclave quand ça t'arrange, et comme un instrument quand tu as besoin d'argent. Non, monsieur de Valmont, je refuse. Le monsieur de Valmont claque comme une gifle. Henri devient livide. Tu n'as pas le luxe de refuser, Antoine. Tu oublies ta position. Tu m'appartiens. Antoine soutient son regard pour la première fois sans baisser les yeux. Peut-être en droit, mais plus dans mon cœur. Il tourne les talons et quitte le bureau. Ce soir-là, une ligne invisible est franchie. Jusqu'ici, Antoine espérait encore trouver sa place dans le monde de son père. À partir de ce moment, il commence à penser à un autre avenir, où Henri de Valmont ne serait plus le centre de sa vie. La décision qui va tout briser, après le départ d'Antoine, Henri reste seul dans son bureau, tremblant de rage. Comment ose-t-il le défier ainsi? Comment ose-t-il refuser une chance que des milliers d'esclaves n'auraient même pas osé rêver? Dans l'esprit d'Henri, la révolte de son fils n'est pas seulement une insulte personnelle, c'est une menace à l'ordre même qu'il incarne. Il passe une partie de la nuit à tourner en rond, à repenser à la conversation, à revoir le visage d'Antoine, ce mélange de ses traits à lui et de ceux de la femme qu'il a possédée autrefois. Plus il y pense, plus il sent non seulement la colère, mais aussi la honte. Honte d'avoir créé cette situation ambiguë. Honte que d'autres maîtres pourraient se moquer de lui s'ils apprenaient que son bâtard ose le défier. Au petit matin, épuisé mais déterminé, Henri prend une décision qui va briser le peu de liens familiaux qui restaient encore. Il fait appeler le commandeur principal, un homme dur, craint de tous. « À partir d'aujourd'hui, dit Henri d'une voix sèche, Antoine, Julien et Louis seront inscrits sur le registre comme esclaves domestiques de l'habitation. Plus de demi-mesure, plus de statut spécial. Ils feront partie de la main-d'œuvre, au même titre que les autres. » Le commandeur le regarde surpris. « Même Antoine, monsieur? Celui qui s'occupe de la sucrerie ?»« Surtout Antoine, répond Henri. Il doit apprendre quelle est sa place. » Quelques heures plus tard, le nom des 3 jeunes hommes est ajouté en lettres d'encre noire sur le registre des esclaves de l'habitation Valmont. Un geste administratif simple, presque banal, mais un geste qui transforme symboliquement des fils en propriété.
Ce soir-là, lorsqu'on annonce à Antoine, Julien et Louis qu'ils doivent quitter leur petite case séparée pour s'installer parmi les autres esclaves, quelque chose se brise définitivement dans leur regard. Pour Henri, c'est une manière de reprendre le contrôle. Pour eux, c'est une trahison qu'ils n'oublieront jamais. Chapitre 3. Quand le père devient bourreau. Le lendemain matin, rien ne semble avoir changé sur l'habitation Valmont. Le soleil se lève comme toujours, les coqs chantent, les coupeurs de canne se mettent en rang. Mais pour Antoine, Julien et Louis, tout est différent. La veille, on leur a annoncé qu'ils étaient désormais considérés comme esclaves domestiques à part entière. Le mot a claqué comme une chaîne. Esclaves. Jusqu'ici, ils vivaient dans un entre-deux, pas vraiment libres, mais pas tout à fait soumis au même régime que les autres. Ils avaient une petite case à part, des vêtements légèrement meilleurs, une relative proximité avec la maison de maître. En une décision, tout cela a disparu, les fils parmi les esclaves. Au lever du jour, le commandeur vient les chercher lui-même. « Prenez vos affaires, dit-il sans émotion, vous allez changer de case. » Antoine serre la mâchoire, Julien blêmit, Louis reste figé. Ils n'ont pas beaucoup de choses. Quelques vêtements, un vieux livre ramassé par Antoine, 2 ou 3 objets fabriqués à la main. Ils les rassemblent en silence. La nouvelle case qu'on leur attribue est au bout de l'allée principale des habitations des esclaves, un peu plus étroite, un peu plus basse de plafond, avec une odeur de moisi qu'ils ne connaissaient pas. En y entrant, Julien a l'impression de descendre un escalier invisible. Les autres esclaves observent la scène. Certains, avec une lueur de satisfaction, ces fils de maîtres qui se croyaient au-dessus d'eux, les voilà ramenés à leur niveau. D'autres, avec compassion, ils savent ce que cela signifie réellement de perdre tout privilège. D'autres encore, avec méfiance. Ils se demandent si ces 3-là seront réellement des leurs, ou si ce ne sont que des espions déguisés. Antoine regarde la rangée de lits de fortune, la petite fenêtre par laquelle entre à peine un filet de lumière. Il se tourne vers ses frères. « Tu vois maintenant, Julien ?» dit-il à voix basse. « Voilà ce que vaut la parole de notre père. » Julien ne répond pas. Ses yeux brillent, mais il se force à ne pas pleurer. Il a trop honte. Le nouveau régime. Les jours suivants, Henri applique froidement sa décision. Antoine, Julien et Louis reçoivent officiellement des tâches d'esclaves. Antoine doit désormais travailler à plein temps à la sucrerie, non pas comme assistant privilégié, mais comme simple ouvrier sous les ordres du contremaître blanc. Julien est affecté à l'écurie et aux tâches de manutention lourdes. Louis est envoyé au champ pour la première fois de sa vie, machette à la main, sous le soleil brûlant. Henri n'évite pas de les croiser. Au contraire, il les regarde de loin, comme pour vérifier qu'ils obéissent. Mais jamais il ne s'adresse à eux comme à des fils. Ces derniers, par fierté, refusent aussi de le nommer autrement que « monsieur » quand ils sont contraints de lui parler. Pour Antoine, le choc est autant psychologique que physique. Il connaît chaque rouage de la sucrerie, mais maintenant, on lui ordonne d'exécuter des tâches, sans lui expliquer les décisions. Le contremaître blanc, jaloux de ses compétences, en profite pour l'humilier devant les autres. « Toi, métis, tu te crois plus malin parce que tu sais lire? Ici, c'est moi qui commande. Tu fais ce que je dis, sinon on verra si tu tiens toujours autant à tes belles manières. » Un jour, Antoine ose corriger un réglage pour éviter que la roue ne se casse. Le contremaître le surprend, l'accuse d'avoir désobéi et le frappe devant tout le monde. Antoine serre les dents, refuse de crier, mais à l'intérieur, une rage profonde s'installe. De son côté, Louis découvre l'enfer des champs, le soleil qui écrase, la machette qui alourdit le bras à chaque coup, la sueur qui brûle les yeux. Ses mains se couvrent d'ampoules, puis de crevasses. La première nuit, il n'arrive même pas à fermer les poings, tant la douleur est vive. Personne ne lui ménage le moindre effort. Au contraire, certains commandeurs se vengent de son ancien statut privilégié. Julien, pris entre deux mondes, essaie de garder la tête basse. Il obéit, il s'applique, il continue d'espérer qu'Henri reviendra sur sa décision s'il prouve sa loyauté. Mais chaque jour passé dans cette nouvelle condition rend ce rêve plus fragile. La punition de Louis.
La tension atteint un point de rupture quelques semaines plus tard. Un matin, Louis, exténué, laisse échapper sa machette qui entaille légèrement la jambe d'un autre esclave. Ce n'est pas grave, une coupure superficielle, mais le commandeur en profite. « Tu es dangereux, gamin, tu fais exprès de saboter le travail », hurle-t-il. Louis tente de se défendre. « Ah, ce n'était pas volontaire, commandeur. Je suis fatigué, la machette. » Le commandeur ne veut rien entendre. Il le frappe au visage, puis ordonne qu'on l'attache à un poteau près de la sucrerie, là où tout le monde pourra le voir. La nouvelle remonte rapidement jusqu'à Henri. Il pourrait intervenir, ordonner une punition plus légère, rappeler que Louis est son sang. Mais au lieu de cela, il choisit de faire de cet incident un exemple. « Qu'on applique le règlement », dit-il froidement. Ni plus ni moins. Le règlement prévoit un certain nombre de coups de fouet pour négligence ayant mis en danger la production. Louis est attaché torse nu, le dos offert à la vue de tous. Esclaves, commandeurs, domestiques, même certains libres de couleur de passage. Antoine et Julien sont forcés d'assister à la scène. Leurs regards croisent celui de leur père, mais Henri fixe un point au loin, comme s'il n'était pas concerné. Chaque coup de fouet lacère la peau de Louis. Il serre les dents, essaie de ne pas crier. Au troisième, un gémissement lui échappe. Au cinquième, il hurle malgré lui. Antoine, les poings serrés, sent ses ongles s'enfoncer dans ses paumes. Julien commence à trembler. Après la punition, on détache Louis, qui s'effondre au sol. Deux esclaves plus âgés l'emmènent dans une case pour soigner ses plaies avec des remèdes de fortune. Henri, lui, remonte calmement vers la grande case, comme si ce n'était qu'une formalité administrative. Ce jour-là, pour beaucoup sur l'habitation, une ligne est franchie. Qu'un maître punisse un esclave, c'est la règle du système. Qu'un père laisse fouetter son propre fils sans intervenir, c'est autre chose. Les murmures changent de nature. On ne parle plus seulement de dette ou de ration, on parle de folie, de cœur de pierre, de malédiction, la révolte qui mûrit en silence. Après la punition, Louis ne regarde plus jamais son père de la même façon. Même de loin, lorsqu'il aperçoit Henri à cheval, il sent monter en lui un désir de vengeance qu'il ne se connaissait pas. Les nuits, il ne dort presque plus. Allongé sur le ventre à cause des cicatrices, il écoute les conversations autour de lui. Antoine, de son côté, commence à parler davantage avec certains esclaves influents. Un ancien commandeur rétrogradé, un charpentier respecté, une femme plus âgée qui connaît chaque famille de l'habitation. Il lui parle des temps anciens, des petites révoltes étouffées, des chansons qui disent l'espoir d'un jour différent. On dit qu'en Guadeloupe, ils se sont déjà presque levés, murmure l'un. On dit qu'en France, des hommes se battent pour notre liberté. Antoine écoute. Il ne sait pas encore ce qu'il fera de ces informations, mais il sent que l'histoire bouge en dehors de l'habitation Valmont. Julien, lui, est perdu. Il aime encore l'idée de son père, cette image du maître fort et juste qu'on lui a inculqué petit. Il voudrait croire qu'Henri a agi par devoir, par contrainte. Il se répète qu'un jour, quand la colère sera passée, il lui expliquera tout et que les choses s'arrangeront. Mais chaque fois qu'il revoit le sang sur le dos de Louis, cette croyance vacille. Les échos de l'abolition. À Saint-Pierre, pendant ce temps, les rumeurs d'abolition se précisent. Les journaux venus de Paris parlent de plus en plus ouvertement de la fin prochaine de l'esclavage dans toutes les colonies françaises, PPLX, de Action, Translate. Des libres de couleur lisent ces articles à haute voix dans les cafés. Des prêtres progressistes glissent des allusions dans leurs sermons. Certains planteurs adoptent une stratégie prudente. Ils commencent à affranchir quelques esclaves choisis, à les transformer en travailleurs engagés, payés une misère, espérant ainsi conserver une main-d'œuvre tout en se préparant à la nouvelle légalité. Henri, lui, refuse catégoriquement. « Si nous les affranchissons maintenant, dit-il lors d'une réunion entre planteurs, nous montrons que nous avons peur. Et si nous montrons que nous avons peur, ils se croiront déjà libres. Non, nous devons tenir. La France ne sacrifiera pas ses colonies pour quelques idéalistes. » Mais au fond de lui, Henri sent bien que le sol se dérobe.
Les banquiers se montrent plus froids, les négociants plus exigeants, la haute société plus distante. Il fait ce que font souvent les hommes acculés. Il se raidit, il s'endurcit, il devient plus cruel. Le dîner de la discorde. Un soir, Henri décide malgré tout d'organiser un petit dîner à la maison de ville pour montrer que tout va bien. Il invite 2 couples de planteurs, un négociant et un officier de marine de passage. La table est joliment dressée, même si le menu est un peu moins fastueux qu'autrefois. Éléonore se tient droite au bout de la table, le visage maquillé pour cacher sa fatigue. Le repas se déroule dans une atmosphère tendue. On parle de tout et de rien, de la dernière pièce jouée au théâtre, de la qualité des rhums exportés cette année, des dernières nouvelles arrivées par bateau de France. Mais l'abolition rôde dans tous les esprits. À un moment, l'un des invités, légèrement ivre, laisse échapper une remarque. « On dit, Henri, que tu as dû remettre à leur place certains de tes protégés, là-haut à l'habitation. 3 jeunes mulâtres, n'est-ce pas ?» Les couverts se figent un instant. Éléonore pâlit. Henri serre la mâchoire. « Ce ne sont pas des sujets de conversation convenables pour un dîner, » répond-il froidement. « Et je n'ai de compte à rendre à personne sur la manière dont je gère ma propriété. » L'officier de marine, qui n'a pas bien saisi la gravité de la situation, insiste avec un sourire lourd. « Moi, je dis qu'un maître doit savoir être dur, surtout avec ceux qui croient pouvoir oublier d'où ils viennent. » Certains rient, d'autres baissent les yeux. Éléonore sent une boule monter dans sa gorge. Elle se lève brusquement, prétextant un malaise, et quitte la table. Dans sa chambre, elle s'effondre en larmes. Elle comprend que l'humiliation s'est étendue au-delà des murs de l'habitation. Toute la ville sait désormais que son mari a fait fouetter son propre fils. Le silence avant la tempête. Sur l'habitation Valmont, la vie continue. Mais quelque chose a changé dans l'air. Les chants du soir ont une tonalité différente, plus grave. Les regards échangés entre esclaves sont plus fréquents, plus lourds de sous-entendus. Les 3 frères, désormais totalement intégrés au groupe des opprimés, deviennent des points de convergence. Un soir, alors qu'ils sont assis tous les 3 devant la case, Antoine prend enfin la parole. « On ne peut plus continuer comme ça, » dit-il. « Tu l'as vu, Louis, il ne s'arrêtera devant rien, pas même devant notre sang. » Louis hoche la tête, les yeux fixés sur le sol. « Je ne lui pardonnerai jamais, » murmure-t-il. « Jamais. » Julien, les mains jointes, hésite. « Qu'est-ce que tu veux faire, Antoine? Tu crois qu'on peut se battre contre lui, contre tout ça ?» Antoine regarde en direction de la grande case, silhouette sombre sur la colline. « Je ne sais pas encore, » répond-il. « Mais je sais une chose. Si nous ne faisons rien, nous mourrons ici comme des bêtes. Et lui ne changera jamais. » Dans le ciel, des nuages lourds commencent à s'amonceler au-dessus des montagnes. Une première goutte de pluie tombe sur la terre sèche. Bientôt, une averse tropicale s'abat sur l'habitation. Les gouttes martèlent les toits de tôle, lessivent les chemins, font déborder les rigoles. C'est comme si le paysage lui-même annonçait que la saison des tempêtes approchait, au sens propre comme au figuré. Chapitre 4. Révolte silencieuse et chute définitive. Les semaines passent, et la saison des pluies s'installe vraiment sur la Martinique. Les averses soudaines détrempent les chemins, gonflent les rivières, alourdissent l'air déjà étouffant. Sur l'habitation Valmont, chaque jour commence comme les autres. Coups de sifflet, files de travailleurs, moulins qui grincent. Mais sous cette routine, tout a changé. Les petits sabotages. Au début, ce sont de simples accidents. Une pièce du moulin qui se brise plus souvent qu'avant. Une charrette dont l'essieu cède au milieu d'un transport important. Des bœufs qui s'échappent de leur enclos parce que le portail était mal fermé. Pris séparément, ces incidents pourraient passer pour de la malchance. Ensemble, ils commencent à ressembler à un schéma. Un matin, le contremaître découvre qu'une partie des cannes, prête à être coupée, a été brûlée pendant la nuit. Pas un incendie incontrôlable, mais un feu maîtrisé, allumé à l'endroit le plus stratégique pour faire perdre un maximum de production sans risquer de détruire toute l'habitation.
Henri explose de rage. « Ce n'est pas un accident !» hurle-t-il. « Quelqu'un a fait ça exprès !» Il ordonne une fouille des cases. Des fouets claquent, des interrogatoires sont menés. Personne ne parle. Même ceux qui ne savent rien gardent le silence, par peur et par solidarité. Henri sent le sol se dérober davantage sous ses pieds. Dans l'ombre, Antoine observe. Il n'a pas allumé le feu lui-même, mais il sait qu'il a fait. Il sait aussi que ces gestes isolés, s'ils ne sont pas coordonnés, risquent de conduire à un bain de sang. Il essaie de canaliser la colère plutôt que de la laisser exploser n'importe comment. La maladie des champs. Comme si cela ne suffisait pas, une maladie s'abat sur les champs de canne. Les feuilles jaunissent trop vite, les tiges pourrissent de l'intérieur. Les anciens parlent d'un fléau qui revient tous les 10 ou 15 ans, une sorte de mal que ni les prières, ni les potions ne peuvent vraiment arrêter. Les planteurs plus instruits y voient l'effet d'un parasite ou d'une mauvaise rotation des cultures. Mais le résultat est le même, une partie des récoltes est perdue. Henri parcourt les champs, le visage fermé, chaussé de bottes déjà maculées de boue. Partout où il regarde, il ne voit que pertes et menaces. Cannes malades, terre épuisée, travailleurs fatigués, outils usés. Derrière lui, le commandeur lui donne des explications confuses. Henri ne l'écoute qu'à moitié. Dans sa tête, il entend surtout la voix de M. Duchamp parlant de garanties insuffisantes. Un soir, il rentre à la grande case et s'effondre dans son fauteuil de cuir, incapable même de défaire sa cravate. Éléonore, qui l'observe depuis la porte, n'a même plus la force de lui proposer de prier. Elle sait qu'il refusera. Elle se contente de murmurer un chapelet pour elle-même, pour ses enfants, pour les âmes de ceux qui souffrent sur l'habitation. Les esclaves sentent le vent tourner, dans les cases, les nouvelles circulent vite. On sait que la récolte sera mauvaise. On sait que les punitions se multiplient. On sait aussi qu'en ville, à Saint-Pierre, les libres de couleur parlent ouvertement de la fin prochaine de l'esclavage. Certains esclaves ont entendu des bribes de journaux lus à haute voix près du port. Les mots « décret »,« liberté générale »,« indemnisation des maîtres ». Pour la première fois, l'idée de la liberté ne ressemble plus seulement à un rêve lointain ou à une promesse religieuse. Elle prend la forme de dates, de noms, de lois discutées à Paris. Cela change tout. Quand on souffre en croyant que rien ne changera jamais, on se résigne. Quand on souffre en sentant que la fin pourrait être proche, on se met à compter les jours. Antoine devient un relais important de ces rumeurs. Grâce à sa capacité à lire, il déchiffre certains papiers récupérés en ville par un esclave qui fait des courses pour la grande case. Le soir, il répète aux autres ce qu'il a compris. Ils discutent à Paris. Ils parlent de nous. Ils disent qu'on ne devrait plus être considérés comme des biens, mais comme des hommes. Les yeux s'agrandissent autour de lui. Certains hochent la tête avec prudence, d'autres sourient discrètement, d'autres encore restent sceptiques. Mais personne ne peut ignorer l'espoir nouveau qui circule. La proposition d'Éléonore face à l'aggravation de la situation, Éléonore finit par franchir une limite qu'elle s'était imposée depuis toujours. Elle décide de parler franchement à son mari de ce qu'il refuse de voir. Une nuit, alors que le tonnerre gronde au loin et que la pluie commence à battre les volets, elle entre dans le bureau d'Henri sans frapper. Il est assis devant son bureau, entouré de papiers, la tête entre les mains. « Henri » commence-t-elle d'une voix ferme mais calme, « nous ne pouvons plus continuer ainsi. Tu le sais. » Il relève la tête, surpris par ce ton inhabituel venant d'elle. « Que veux-tu dire ?»« Les dettes, la maladie des cannes, les rumeurs d'abolition, les punitions, tout cela nous mène droit à la catastrophe. Il faut vendre une partie des terres, alléger notre charge, peut-être affranchir certains esclaves pour calmer la situation. Nous pourrions garder une habitation plus petite, plus facile à gérer. Nous pourrions... » Henri la coupe, furieux. « Tu n'y connais rien, Éléonore. Tu parles comme ces métisses de Saint-Pierre qui rêvent d'égalité. Vendre des terres, affranchir des esclaves, ce serait admettre notre faiblesse, ce serait donner raison à ceux qui nous attaquent. Jamais je ne ferai cela. » Elle le regarde longuement, les yeux brillants de larmes. « Tu préfères tout perdre plutôt que de céder un peu alors, même ta propre famille. » Henri détourne le regard.
Dans sa logique tordue, céder serait pire que tomber. Il préfère se voir comme un capitaine qui coule avec son navire plutôt que comme un homme qui a su s'adapter. Le retour de la banque. Quelques jours plus tard, M. Duchamp revient à l'habitation Valmont. Cette fois, il ne vient pas seul. Il est accompagné d'un clerc chargé d'inventorier les biens en vue d'une éventuelle saisie. Leur présence met tout le monde en alerte. Henri les reçoit avec une politesse glaciale. Ils parcourent ensemble les champs, la sucrerie, les bâtiments. Duchamp prend des notes, le clerc aussi. Il constate les dégâts causés par la maladie des cannes, l'état des machines, les traces d'incendie dans certaines parcelles. Dans un coin, Antoine observe la scène. Il comprend mieux que jamais que la fortune de son père ne tient plus qu'à un fil. Et il comprend aussi que, dans ce processus, personne ne se souciera du sort des esclaves, ni la banque, ni les négociants, ni même Henri. À la fin de la visite, Duchamp parle sans détour. « Monsieur de Valmont, la banque ne peut plus ignorer la fragilité de votre situation. Si vous ne parvenez pas à honorer vos prochaines échéances, nous serons contraints d'engager une procédure de saisie. »« Je suis désolé, mais... » Henri l'interrompt, la voix tremblante de colère. « Vous n'êtes désolé de rien. Vous êtes comme les autres. Vous récoltez les profits quand tout va bien et vous nous abandonnez dès que le vent tourne. Sortez de chez moi. » Duchamp soupire, range ses papiers, salue poliment et s'en va. Il n'a pas besoin de dire plus. Henri a compris. Le compte à rebours est lancé. Un mort de trop. Dans ce climat de tension extrême, il suffit d'une étincelle pour allumer un incendie moral. Cette étincelle vient sous la forme d'un vieil esclave, appelé Mathieu, qui travaille sur l'habitation depuis plus de 40 ans. Il a tout vu. Le père d'Henri, les premières expansions, les années fastes, les premières difficultés. Un jour, épuisé par une journée particulièrement dure, Mathieu ralentit le rythme. Le commandeur, déjà nerveux, l'accuse de paresse. Les mots montent, les insultes fusent. Finalement, le commandeur, pour montrer qu'il ne tolère aucune faiblesse, ordonne que Mathieu soit attaché et fouetté, malgré son âge avancé. Les coups tombent sur un dos déjà marqué par des décennies de châtiment. Mathieu s'effondre après quelques minutes. On le ramène à sa case, à moitié inconscient. Dans la nuit, il meurt. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Mathieu était respecté, presque une figure paternelle pour beaucoup. Sa mort, pour une faute insignifiante, est ressentie comme une injustice insupportable. Autour de la case où repose son corps, les esclaves se rassemblent. Ils prient, chantent doucement, mais dans ces chants, il y a une colère sourde. Antoine, Louis et Julien sont là aussi. Louis regarde le corps sans vie, les yeux secs. Il ne lui reste plus de larmes, seulement une détermination froide. « C'est assez », murmure quelqu'un dans l'ombre. « On ne peut plus continuer comme ça. » Personne ne répond à haute voix, mais beaucoup acquiescent en silence. La poudrière, à partir de ce moment, chaque jour sur l'habitation Valmont, ressemble à un fil tendu à l'extrême. Un mot de trop, un geste mal interprété, et tout pourrait exploser. Henri, pourtant, ne change rien à sa ligne. Au contraire, il redouble de sévérité, persuadé que seule la force brutale pourra empêcher une révolte ouverte. Il ne voit pas qu'en agissant ainsi, il rend cette révolte de plus en plus probable. Les trois frères sont désormais au centre de toutes les tensions. Antoine, par son intelligence et sa capacité à comprendre les enjeux politiques. Louis, par son courage brut et sa haine assumée. Julien par sa position de plus en plus intenable entre la loyauté à un père qui ne le considère pas comme un fils et la solidarité avec ceux qui souffrent à ses côtés. Une nuit, alors qu'une pluie fine tombe sans discontinuer, Antoine est discrètement appelé dans une case à l'écart. À l'intérieur, quelques esclaves de confiance l'attendent. « Tu sais lire, dit l'un d'eux. Tu as entendu parler de l'abolition. Dis-nous la vérité. Est-ce que ça va vraiment arriver ?» Antoine prend une profonde inspiration. « Oui, répond-il, tout ce que j'ai lu va dans ce sens. Peut-être pas demain, peut-être pas dans un mois. Mais c'est en marche. Ils ne pourront pas reculer éternellement. » Un silence lourd suit ces paroles. « Alors, dit un autre, pourquoi devrions-nous attendre qu'ils décident pour nous?
Pourquoi ne pas agir avant? Antoine ne répond pas tout de suite. Il sait que toute parole de sa bouche peut enflammer les esprits. Il sait aussi qu'une révolte ouverte pourrait finir dans un massacre général, surtout si la nouvelle n'a pas encore atteint officiellement la colonie. Parce que s'ils arrivent avant, dit-il finalement, nous pourrons sortir d'ici avec la loi de notre côté. Si nous nous levons trop tôt, ils diront que nous sommes des criminels et ils se sentiront justifiés de nous écraser. Nous devons être prêts, mais patients. C'est une position difficile à tenir. Contenir une colère légitime tout en préparant l'avenir. Mais beaucoup l'écoutent. Ils comprennent que la force ne suffit pas, qu'il faudra aussi de la stratégie. La ruine, enfin visible. Pendant que la tension sociale atteint ce point de non-retour, la ruine financière d'Henri devient visible même pour ceux qui ne comprennent rien aux chiffres. La maison de ville à Saint-Pierre est mise en vente discrètement. Certains meubles les plus précieux disparaissent, vendus en catimini à des bourgeois de la ville. Les robes d'Éléonore se font plus anciennes. Ses bijoux sortent moins souvent de leur écrin. Un jour, la fille d'Henri, Clarisse, surprend une conversation entre sa mère et une amie de la haute société. « Vous quittez le quartier du Fort ?» demande l'amie, faussement étonnée. « On m'a dit que votre maison allait être... » Éléonore coupe court. Nous avons simplement décidé de nous recentrer sur l'habitation. La ville est trop bruyante. Clarisse comprend cependant que ce n'est pas un choix. Elle, qui rêvait de Paris, comprend qu'elle risque de ne jamais quitter l'île. Sur l'habitation, les conséquences se traduisent par encore moins d'entretien, moins de soins pour les malades, plus de travail pour compenser les pertes. Henri, de plus en plus isolé, passe des heures enfermé dans son bureau à recalculer des colonnes qui ne s'additionneront jamais comme il le voudrait. L'incendie, la fin de la saison des pluies, approche quand survient l'événement qui scelle définitivement le sort de l'habitation Valmont. Une nuit, alors que le vent souffle plus fort que d'habitude, un incendie se déclare dans un bâtiment de stockage, proche de la sucrerie. Les flammes s'élèvent soudain dans le ciel noir, illuminant la plantation d'une lueur sinistre. Les esclaves sont réveillés en hâte, on crie, on court, on forme des chaînes humaines pour transporter des seaux d'eau depuis le bassin. Henri descend en trombe de la grande case, la chemise entr'ouverte, le visage déformé par la panique. Le feu se propage rapidement, attisé par le bois sec et les résidus de sucre. L'air devient irrespirable. Certains hommes toussent, reculent. Henri hurle. « Avancez! Plus vite! Vous voulez tout faire brûler !» Après des heures de lutte, l'incendie est finalement maîtrisé. Mais le bâtiment est détruit et une partie du matériel stocké à l'intérieur, outils, barriques, pièces de rechange, est perdue à jamais. Officiellement, l'incendie est attribué à un accident. Une lampe à huile mal éteinte, une étincelle, un hasard malheureux. Officieusement, beaucoup sont convaincus qu'il s'agit d'un acte de sabotage calculé. Mais personne ne le dit à haute voix devant Henri. Pour la banque, cependant, peu importe l'origine. Ce qui compte, c'est que la valeur de l'exploitation a encore baissé. Lorsque Duchamp apprend la nouvelle, il sait que le dossier Valmont est désormais irrécupérable. Chapitre 5. Héritage de haine à la veille de l'abolition. L'incendie a laissé l'habitation Valmont dans un état de fatigue extrême. Les bâtiments noircis, l'odeur persistante de fumée, les stocks perdus. Tout rappelle chaque jour aux habitants que quelque chose d'irrémédiable s'est produit. Mais la véritable onde de choc vient de la ville, quelques semaines plus tard, sous la forme de feuilles de papier imprimées. La nouvelle qui traverse la mer. Un matin, un cavalier arrive de Saint-Pierre, couvert de poussière, le cheval épuisé. Il porte des journaux, des lettres officielles, des copies de textes venus de France. Au port, à la mairie, dans les cafés, la nouvelle se répand comme un éclair. Le gouvernement provisoire à Paris a signé un décret abolissant l'esclavage dans toutes les colonies françaises. La Martinique est directement concernée. La date exacte de l'application locale n'est pas encore fixée, mais pour beaucoup, peu importe. L'inévitable est devenu officiel. Sur l'habitation Valmont, c'est d'abord un libre de couleur travaillant en ville qui apporte l'information. Le soir, à la lueur d'une lampe vacillante, il raconte aux esclaves ce qu'il a entendu. Ils l'ont écrit noir sur blanc, dit-il. L'esclavage doit cesser. Il parle d'indemniser les maîtres, mais surtout,
Il parle de notre liberté. Un silence total suit ces paroles. Même le vent qui s'engouffre entre les cases semble se calmer un instant. Pour ceux qui ont passé toute leur vie dans les champs de Cannes, l'idée qu'un bout de papier signé à Paris puisse changer leur statut paraît à la fois miraculeuse et incroyablement fragile. Antoine, debout près de la porte, ferme les yeux un instant. Il pense à Louis, à Julien, à Mathieu, à tous ceux qui ont souffert ici. Il sent une vague d'émotions monter en lui, mélange de soulagement, de tristesse et de rage contenue. Henri, face à l'inacceptable Henri de Valmont, lui, réagit tout autrement à la nouvelle. Lorsqu'un planteur voisin vient lui annoncer officiellement ce qui se prépare, il refuse d'y croire d'abord. « C'est impossible », répète-t-il. « Ils ne peuvent pas détruire ainsi tout ce que nous avons construit. » Le voisin, un homme pourtant aussi attaché que lui au système, hausse les épaules. Qu'ils le puissent ou non, ils l'ont fait. Si nous refusons d'appliquer le décret, ce sera la guerre. Crois-moi, Henri, nous n'avons pas les moyens de nous battre contre toute la France et contre nos propres esclaves en même temps. Henri ne dort plus. Il tourne en rond dans la grande case, comme un fauve enfermé dans une cage qui rétrécit. L'idée même de perdre sa main-d'œuvre gratuite, son pouvoir absolu sur des centaines de vies, lui est aussi insupportable que celle de perdre ses terres. Dans son esprit, les deux sont indissociables. Il compte sur l'indemnisation promise par l'État pour les maîtres. Mais il sait déjà, d'instinct, que cette somme ne suffira jamais à éponger toutes ses dettes. La banque, les négociants, les créanciers privés, tous voudront leur part. Et lui, que lui restera-t-il ? Les fils se détachent. Pour Antoine, Julien et Louis, la nouvelle de l'abolition ouvre une brèche immense. Antoine y voit enfin la possibilité de sortir légalement de la prison dans laquelle il est né. Louis y voit surtout une chance de ne plus jamais subir la moindre autorité de son père. Julien, lui, vacille encore entre deux loyautés. Un soir, les trois frères se retrouvent seuls derrière les cases, à l'abri des oreilles indiscrètes. « Quand ce sera officiel, dit Antoine, nous pourrons quitter cette habitation, chercher du travail à Saint-Pierre, peut-être même ailleurs. Nous ne serons plus forcés de rester ici. » Louis hoche la tête, le regard dur. « Moi, je ne veux pas seulement partir, Antoine. Je veux qu'il paie. Pour tout. Pour ce qu'il t'a fait, pour ce qu'il m'a fait, pour Mathieu, pour tous les autres. » Julien, les épaules affaissées, intervient d'une voix hésitante. « C'est notre père, malgré tout. » Louis se retourne vers lui, incrédule. « Notre père ? Quel père laisse fouetter ses fils? Quel père nous inscrit sur un registre comme du bétail? Tu peux l'appeler comme tu veux, Julien. Moi, je ne le ferai plus. » Antoine pose une main sur l'épaule de Julien. « Tu dois choisir, Julien, pas entre lui et nous, mais entre ce que tu sais être juste et ce que lui veut t'imposer. La liberté arrive. La question maintenant c'est, qu'est-ce que tu veux en faire ? » La haute société se détourne à Saint-Pierre. La nouvelle de l'abolition agit comme un révélateur impitoyable. Certains planteurs tentent de sauver les apparences, d'autres vendent en hâte ce qu'ils peuvent, d'autres encore sombrent dans l'alcool ou la violence. Les familles, qui naguère cherchaient de la compagnie d'Henri de Valmont, l'évitent désormais. Inviter un homme ruiné, connu pour sa brutalité croissante, serait de mauvais ton dans une période où l'on commence à parler d'adaptation au nouvel ordre dans certains salons. Éléonore ressent cette mise à l'écart comme une humiliation supplémentaire, mais au fond, elle n'a plus la force de lutter pour un statut social qui lui apparaît de plus en plus vide de sens. Elle pense surtout à ses enfants. À Clarisse, coincée entre un avenir de moins en moins certain et un passé qu'elle ne peut plus admirer sans honte. Aux trois fils métis qu'elle n'a jamais vraiment pu appeler par leur nom. Un soir, elle ose enfin descendre jusqu'aux cases sous prétexte d'apporter des remèdes à une esclave malade. Elle croise Antoine. Pendant une fraction de seconde, leurs regards se rencontrent vraiment sans le filtre des rôles sociaux. « Comment va Louis ?» murmure-t-elle, presque honteuse de poser la question. Antoine hésite, surpris par ce souci tardif, puis il répond simplement « Il survivra, mais il ne pardonnera pas. » Éléonore baisse les yeux. Elle sait qu'il ne parle pas seulement de Louis. Le jour de la proclamation. Quelques semaines plus tard, la nouvelle devient réalité concrète.
À Saint-Pierre, le gouverneur fait proclamer officiellement l'abolition de l'esclavage. Les cloches sonnent, des foules se rassemblent. Les libres de couleur et certains anciens esclaves venus de la campagne envahissent les rues, chantent, prient, pleurent. C'est un moment de joie, mais aussi de vertige. Que va-t-il se passer ensuite? Sur l'habitation Valmont, l'annonce arrive sous la forme d'un messager officiel escorté par quelques soldats. Devant la grande case, en présence d'Henri, d'Éléonore, de Clarisse, des commandeurs et d'une partie des esclaves, l'homme lit le texte d'une voix solennelle. Il parle de liberté générale, de nouveaux citoyens, de organisation du travail libre. Certains mots glissent au-dessus des têtes, d'autres s'impriment comme du feu dans les esprits. Pour les anciens esclaves, il n'y a pas de transformation magique en une seconde. Les chaînes ne disparaissent pas comme par enchantement, beaucoup n'en portaient déjà plus physiquement. Ce qui change, c'est le principe. Juridiquement, ils ne sont plus la propriété d'Henri. Le maître de plantation, lui, reste figé, le visage de marbre. Quand le messager termine sa lecture, Henri se contente de hocher la tête, rigidement. « Je prends acte, dit-il d'une voix froide. Nous nous conformerons à la loi, mais tout le monde entend ce qui n'est pas dit. S'il pouvait, il la défierait. Les premiers départs. » Dans les jours qui suivent, certains anciens esclaves quittent immédiatement l'habitation. Ils descendent vers Saint-Pierre, espérant y trouver du travail, de la famille, une communauté. D'autres restent, faute de savoir où aller, faute de ressources, faute d'illusions sur la dureté de la vie ailleurs. Le système change de nom, mais beaucoup de contraintes restent. Antoine, Louis et Julien se retrouvent devant un choix crucial. Henri, suivant les recommandations de la colonie, propose à ceux qui restent de signer des contrats de travail. Ces contrats sont souvent piégés. Bas salaire, dettes déguisées, restrictions de mouvement. Un matin, il fait appeler ses 3 fils dans le bureau. « La loi a changé, dit-il, mais la réalité des choses, non. Vous pouvez partir si vous le souhaitez. Vous n'avez rien. Pas d'argent, pas de terre, pas de métier reconnu en ville. Ici, au moins, vous aurez un toit, de la nourriture, un travail. Je suis prêt à vous employer comme ouvriers agricoles, avec un salaire. » Antoine le regarde longuement. Il voit un homme usé, amaigri, les yeux cernés. Un homme qui a perdu une grande partie de sa superbe, mais qui s'accroche encore à ce qui lui reste de pouvoir. « Non, répond Antoine calmement. Je ne travaillerai pas pour toi, plus jamais. » Louis ajoute, sans détourner les yeux, « Je préfère mourir que de rester un jour de plus sous ton toit. » Julien reste silencieux un long moment. C'est celui pour qui la décision est la plus difficile. Finalement, il dit d'une voix à peine audible « Je pars avec eux ». Henri serre les poings, mais il ne peut plus les retenir par la force. La loi n'est plus de son côté. Il les regarde sortir, l'un après l'autre, sans se retourner. C'est comme si 3 ombres s'arrachaient définitivement de sa vie. La maison vide. Les mois qui suivent voient l'habitation Valmont se vider peu à peu. La main-d'œuvre libre préfère aller travailler ailleurs, où les conditions sont moins marquées par la haine. La banque, devant l'incapacité d'Henri à honorer ses engagements malgré l'indemnisation, finit par lancer une procédure de saisie. Une partie des terres est mise aux enchères. Des investisseurs métropolitains rachètent à bas prix ce qui reste exploitable. La grande case, trop coûteuse à entretenir, se dégrade rapidement. Éléonore tombe malade. Affaiblie par des années de stress, de non-dits, de culpabilité silencieuse, elle finit par s'éteindre dans une chambre où le bruit de la pluie qui tombe sur le toit troué accompagne ses derniers souffles. Clarisse, voyant l'avenir se refermer sur elle, accepte un mariage arrangé avec un fonctionnaire de passage. Une union sans amour, mais qui lui offre un billet de sortie vers la métropole. Henri se retrouve de plus en plus seul. La grande case, autrefois pleine de domestiques, d'invités, de musique, résonne maintenant de ses pas solitaires. Les murs se fissurent, la peinture s'écaille, le jardin n'est plus entretenu. Parfois, il descend jusqu'aux anciens champs, se tenant droit malgré l'âge qui le courbe. Il regarde les terres qui ne lui appartiennent plus vraiment, les bâtiments où d'autres hommes donnent maintenant des ordres.
La mémoire de Saint-Pierre. Les années passent. Saint-Pierre, avant que la catastrophe naturelle de 1902 ne la détruise, continue de vivre, de commercer, de jouer au théâtre. Mais dans les mémoires, certaines histoires survivent plus que d'autres. Parmi elles, celle d'Henri de Valmont. Dans les cafés, les plus vieux racontent aux plus jeunes comment un grand maître de plantation, autrefois l'un des hommes les plus puissants de la région, a fini presque ruiné, abandonné, haï même par ses propres enfants. On raconte comment il avait des fils métis qu'il n'a jamais voulu reconnaître, qu'il a transformés en esclaves, qu'il a laissé fouetter comme n'importe quel autre. On raconte sa dureté croissante à mesure qu'il perdait tout, sa fierté qui l'a empêché de s'adapter, son entêtement qui l'a conduit à la chute. Pour les descendants d'anciens esclaves, le nom de Valmont devient un exemple qu'on cite pour expliquer ce que le système esclavagiste a fait non seulement aux opprimés, mais aussi à ceux qui en profitaient. Il les a déshumanisés, les a enfermés dans une logique de domination qui a fini par les détruire eux aussi. Quant à Antoine, Julien et Louis, leurs trajectoires se perdent dans la mosaïque de la Martinique libre naissante. Certains disent qu'Antoine est devenu docker à Saint-Pierre, puis petit commerçant. D'autres affirment que Louis aurait rejoint des mouvements politiques radicaux de libres de couleur. Julien, lui, serait parti travailler dans une autre île, cherchant à effacer son nom de famille pour survivre autrement. Ce qui est sûr, c'est qu'aucun d'eux n'est jamais revenu vivre à l'habitation Valmont. Le maître face à son reflet. Un soir, des années après l'abolition, Henri descend seul jusqu'à l'ancien bassin où les esclaves venaient autrefois se laver après le travail. L'eau est sombre, bordée de pierres couvertes de mousse. Il s'y penche et voit son reflet. Un vieil homme amaigri, les yeux creusés, la peau tannée par le soleil et les soucis. Il pense à son père, à son grand-père, à tous ceux qui ont bâti cet empire familial. Il pense à la nuit où Louis a été fouetté sous ses ordres. Il pense à la mort de Mathieu. Il pense au regard de ses fils quand ils ont refusé de signer ses contrats de travail. Il ne l'admettra jamais à voix haute, mais au fond de lui, il sait qu'il a tout perdu bien avant les saisies de la banque. Il a perdu ce qui faisait de lui un père, un mari, un homme. Le vieil Henri de Valmont remonte lentement vers la grande case en ruine. La lumière du soir tombe sur la façade écaillée, sur les volets branlants, sur l'escalier envahi par les herbes. Il s'arrête un instant, regarde autour de lui. Il entend encore, dans sa mémoire, les rires lointains des bals d'autrefois, les ordres qu'il lançait d'une voix ferme, le bruit du moulin, les chants des esclaves. Tout cela appartient désormais à un monde disparu. Quelques années plus tard, lorsqu'il meurt enfin, ce n'est pas un événement, pas de grande cérémonie, pas d'hommage officiel, un avis discret dans un journal local, une messe rapide, une tombe simple au cimetière de Saint-Pierre. La terre se referme sur lui comme elle se referme sur tant d'autres maîtres anonymes. Ce qu'il reste. Ce qui reste, ce ne sont pas ses titres de propriété, ni ses chiffres de production, ni ses invitations au bal du gouverneur. Ce qui reste, ce sont les histoires. Celles que les anciens racontent aux enfants, le soir, sous les lampes à huile. Celles qui disent comment un homme, aveuglé par l'obsession de sa fortune, a choisi de sacrifier jusqu'à ses propres fils plutôt que de renoncer à son pouvoir. À Saint-Pierre, bien des années après sa mort, lorsqu'on parle de l'esclavage, le nom de Valmont revient parfois. Pas comme celui d'un grand homme, mais comme celui d'un avertissement. Une preuve que même les plus puissants peuvent tomber quand ils confondent richesse et valeur humaine. Et chaque fois qu'on raconte cette histoire, on se souvient que derrière les chiffres, les lois et les décrets, l'abolition n'a pas seulement été un changement juridique. Elle a été la fin d'un monde construit sur la déshumanisation, un monde dont Henri de Valmont a été l'un des visages les plus tragiques, un maître ruiné, enfermé jusqu'au bout dans sa propre prison intérieure, pendant que ceux qu'il avait voulu garder enchaînés commençaient, eux, à apprendre ce que signifiait marcher